Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon, je suis la maman d'une merveilleuse petite fille de 2 ans et je suis de celles qui pensent que chaque maternité, chaque parentalité est unique et que toutes méritent d'être racontées. Alors ma mission autoproclamée est simple, amener ces histoires jusqu'à tes oreilles avec le plus de diversité possible pour que, peut-être, une d'entre elles t'aide, te booste, t'apaise, te rassure ou te bouleverse, voire même tout ça à la fois. Je te souhaite donc la bienvenue dans Première Couche. Je n'arrête pas de le répéter et je ne suis bien évidemment pas la seule à le dire, mais chaque grossesse, chaque maternité, chaque enfant est différent. Je dis d'ailleurs dans l'intro de ce podcast, chaque parentalité est unique et je rajouterais même au sein d'une même famille. Quand Raphaël et son mari ont décidé d'avoir un enfant, son image de l'accouchement et d'un bébé était calquée sur ce que la société a tendance à nous renvoyer. Un accouchement doit se faire à l'hôpital et sous péridurale, il n'y a pas de débat. Un bébé, une fois passé les premières semaines, dort toute la nuit et fait plusieurs heures de sieste par jour. Dans cet épisode, Raphaël raconte comment son regard sur l'accouchement a changé au fil du temps et de ses 2 grossesses, comment la séparation de quelques heures avec sa fille aînée à la naissance et son séjour en unité kangourou l'a marqué assez fort pour que son souhait numéro 1 avec sa deuxième soit de ne surtout pas être séparée. Comment elle a découvert la fameuse régression du sommeil du 4e mois, mais elle nous raconte aussi son bonheur de pouponner et sa joie d'être la maman de 2 adorables petites filles. Bonne écoute! Salut Raphaël! Salut Manon! Merci beaucoup m'avoir envoyé un mail, de nous raconter ton histoire. Je t'en prie, merci de m'inviter. Alors dis-moi, qui es-tu et d'où viens-tu? Alors je m'appelle Raphaël, j'ai 32 ans et je viens de Lyon où j'habite toujours aujourd'hui. T'as toujours vécu à Lyon? Ouais, quasiment. Bah non, en vrai je suis née en région parisienne mais j'habite à côté de Lyon depuis que j'ai 3 ans donc je me considère lyonnaise. Je comprends. Comment est-ce que t'as rencontré ton mari? J'ai rencontré mon mari donc, qui s'appelle Steve en 2013, donc ça va faire 9 ans cette année, et je l'ai rencontré à la soirée du Nouvel An de 2013 chez lui, parce qu'il organisait tous les ans un Nouvel An des sans-plans pour les gens qui n'avaient pas de plan pour le Nouvel An, et je faisais partie de ces gens-là. Ah, trop donc cool! C'est un ami commun qui m'a ramené chez lui. Après, on se connaissait de vue, parce qu'on fréquentait le même bar, et donc on avait des copains et des connaissances en commun, mais on s'était jamais vraiment parlé avant ce Nouvel An-là. Et puis voilà, on s'est tourné autour pendant quelques mois et un soir, on est sortis ensemble. Nouvel An sans plan, j'adore l'idée. Ouais, mais c'est pas mal, hein. Du coup, c'est pas prise de tête. On a continué quelques années et c'est sympa, plutôt qu'organiser un truc fou, tu vois. Ouais, je vois bien, ouais. Je devrais faire ça aussi, tiens. À creuser. Et le sujet des enfants, c'était facile entre vous? Vous en avez parlé rapidement? Comment c'est venu sur le tapis? Je pense que c'est assez vite venu sur le tapis sans que ce soit vraiment un sujet. En fait, c'était assez naturel. On a très vite parlé de ce qu'on voulait nous dans le futur, sans pour autant que ce soit forcément ensemble et maintenant. Moi, je l'ai rencontré, j'avais 24 ans et lui 29. Et j'étais encore en train de faire mes études, j'étais en train de préparer l'examen d'entrée à l'école des avocats, donc autant dire que les enfants, tout ça, c'était pas du tout d'actualité. Tu m'étonnes. Mais voilà, c'était une volonté. Moi, j'ai toujours voulu avoir des enfants, je pense, aussi loin que je me souvienne. Et du coup, je pense qu'on s'est très vite dit qu'on avait cette envie-là pour nous. Et ça s'est fait, ça s'est fait tout seul, quoi. Ça a jamais été un vrai sujet de discussion. Et puis, très vite dans notre relation, moi, je suis un peu du genre tratra comme fille, tu vois, fallait que je me marie avant d'avoir des enfants. C'était un peu mon projet de vie. Et donc, je pense que très vite, c'était venu l'idée que on s'installerait ensemble et puis ensuite on se marierait et ensuite on ferait des enfants. Et ça s'est plutôt passé comme ça, d'ailleurs. D'ailleurs. Mais du coup, vous vous êtes mariés, vous avez lancé les essais directement après?
Un petit peu après, on s'est mariés en 2017, l'été 2017. On avait prévu qu'on s'offrirait un beau voyage de noces l'été d'après, donc juillet 2018. Et puis, alors moi, j'avais pas envie de partir en voyage de noces enceinte parce que je voulais pouvoir boire des cocktails sur la plage Je et comprends. profiter. Voilà. Mais on s'était dit qu'on lancerait bien, un peu cliché, tu vois, on lancerait bien ça pendant le voyage de noces. Et en fait, j'ai arrêté ma pilule quelques mois avant dans l'idée de voir comment ça se remettrait en place parce que ça faisait longtemps que je prenais la pilule. Et, et ouais, donc j'ai dû arrêter 3-4 mois avant l'été, mais tout en continuant à faire gaffe. Et puis en fait, ce qui est très marrant, c'est qu'avant d'être sous pilule, j'avais des cycles complètement bordéliques. Et à partir du moment où j'ai arrêté dans l'optique de faire des enfants, j'ai eu des cycles de 28 jours carrés, Ça, pas de c'est problème. cool. Mon Ça, corps c'est avait vraiment compris, cool. tu vois. C'était voilà, c'était le moment. Et du coup, en faisant les calculs, on s'est rendu compte que j'aurais dû avoir mes règles au milieu du voyage. Donc, on partait au Cambodge, au fin fond de la Pampa. Donc, c'était pas trop. Voilà, je trouvais ça moyen comme idée. Et donc, j'ai proposé qu'on avance de quelques semaines les essais. Et coup de bol, ouais, ça a été un premier coup juste avant de partir en vacances. C'est Voilà. cocktail sans alcool, du coup. Mais non, parce que je ne le savais pas. Et je Ah, me suis ben bien gardée de mettre un test de grossesse dans ma valise. oui. Donc, j'ai attendu mon retour de vacances en me disant, oh, quand même, mes règles avaient 10 jours de retard. Bon, j'étais un peu nauséeuse, Il y a un quelques petit peu signes. émotive. Voilà. Et du coup, c'était la surprise, pas vraiment surprise, mais je fais mon test en rentrant de vacances qui a viré rose vif en à peu près 3 secondes, je pense, forcément, sans surprise. Donc j'ai quand même profité des cocktails sur la plage. Et voilà, T'as eu tout, le beurre et l'argent du beurre, trop cool. c'est ça. Ça t'a surpris que ça marche aussi vite? Ouais, un peu. Je pense que, comme beaucoup, tant qu'on se lance pas vraiment, on a toujours un peu peur que ça prenne du temps. C'est vrai que moi, je savais qu'en moyenne, ça pouvait prendre plusieurs mois. J'avais des copines qui avaient mis longtemps pour tomber enceinte. Donc, d'un côté, j'avais très envie que ça marche d'un coup pour se conformer au plan. Et en même temps, ouais, j'étais contente et je m'y attendais pas vraiment, quoi. Et alors, comment ça se passe, la grossesse? Toi, tu t'étais renseignée sur la maternité, sur tout, la grossesse évidemment, mais le reste aussi? Alors, j'étais pas plus renseignée que ça, je pense. Alors, autour de moi, j'avais quand même des gens qui avaient eu des enfants, mon frère et ma belle-sœur qui avaient eu 3 enfants déjà quand je suis tombée enceinte, donc j'avais un peu suivi de loin comment ça se passait. J'avais une cousine aussi qui avait eu un bébé, et c'est vrai que bon, pour moi, un accouchement, ça se faisait dans une maternité avec une péridurale et ça se préparait pas plus que ça. Mm. Faisais partie un peu de ceux qui comprenaient pas cette idée loufoque de vouloir accoucher sans péridurale alors que c'est un outil merveilleux. Donc j'étais pas plus renseignée que ça. Après, je savais que je pouvais me faire suivre par une sage-femme et pas par un gynéco, que j'étais pas obligée de faire un suivi non plus à l'hôpital, que je pouvais être suivie en libéral. Et du coup, je suis allée voir un sage-femme qui était à côté de chez moi et que j'avais repéré grâce à l'appli, non, au site Gynenco. Je sais pas si tu Ah connais, c'est oui, un annuaire participatif à des soignants entre guillemets safe, enfin où oui. les gens laissent des commentaires qui avaient été créés, je crois, après qu'il y ait eu des dénonciations de violences médicales de la part de gynécologues et de sages-femmes. Donc voilà, il était à côté de chez moi et il était sur ce site, donc je suis allée le voir. Et c'était en fait un sage-femme qui accompagnait aussi les femmes qui voulaient faire un accompagnement global, donc qui était suivi de A à Z par le sage-femme et qui accouchait en plateau technique, donc sans péridurale à l'hôpital, mais il faisait aussi du suivi de grossesse classique. Donc, donc je suis allée le voir lui. Ok. Et Et euh, alors, avant d'aller direct sur l'accouchement, mais
La grossesse en elle-même? Alors, elle s'est plutôt bien passée, même si moi je fais partie de celles qui sont fatiguées de A à Z. Le glow du deuxième trimestre, je ne Tu connais connais pas. pas? Et puis, un peu fatigant parce que j'ai cumulé fin de premier trimestre de grossesse et achats et travaux dans un appart. On avait signé le compromis juste avant que je tombe enceinte et du coup, ouais, fin de premier trimestre, on a signé la vente et on avait pas mal de travaux à faire, plus du coup un déménagement à préparer, donc c'était un petit peu chaud. Tu m'étonnes. Ah Voilà. oui, tu te compliques, tu avais décidé de tout faire en même temps. Oui, voilà, c'était le cumul. Et poncer un parquet à 3 mois de grossesse, ce n'est pas une bonne idée. Je ne conseille pas. Surtout quand les symptômes principal, c'est la fatigue. Tu as dû, Voilà. C'est en ouais, baver un c'était peu pour rester poli. un mois un peu chaud. Alors, le seul avantage, c'est qu'après, à ton déménagement, tu portes rien, tu vois. Les gens compatissent et du coup, tu portes pas les cartons. Mais non, c'était un peu fatigue. Et puis, en plus, moi, à l'époque, j'étais avocate, donc j'étais profession libérale. Et du coup, j'avais pas le droit à tout ce qui était congé parental derrière. Donc, je voulais aller au max du max avant de m'arrêter pour mon congé mat pour pouvoir m'attirer au maximum derrière et reprendre le plus tard possible. Parce Donc, que je me ça se suis passait arrêtée. comment, le congé maternité en libéral? Parce qu'aujourd'hui, ça a changé, il y a eu un peu plus Ouais, alors, de chez les avocats, on est plutôt bien lotis parce que ça faisait un bout de temps qu'on avait le droit aux 16 semaines de congé mat. Et en plus, moi, j'étais ce qui s'appelle avocate collaboratrice. Donc, en fait, je travaillais dans un cabinet pour un cabinet d'avocats et qui, eux, me maintenaient ma rémunération pendant mes mois de congé maternité. OK. Donc, Ah oui, c'était ça dépendait pas des des professions? statuts, ouais. Mais ça OK. dépendait des professions et des statuts. Et chez les avocats, on était un peu mieux lotis que les autres. Surtout quand tu es collaborateur, c'était un peu un des seuls avantages de la collaboration, c'est qu'ils maintenaient toute ma rémunération pendant tout mon congé maternité. Donc OK. j'avais le droit à mes 16 semaines pleines, c'est juste que derrière, tu n'as pas le droit à tout ce qui est congé parental et tout ça. Alors moi, j'ai pu gratter en posant des jours de congé et en posant un congé sans solde auprès de mon cabinet parce que ça se goupillait bien, mais sinon, j'aurais dû reprendre au bout de 16 semaines, Mmh. bon, comme beaucoup, tu vas me dire. Ouais. Voilà. Et du coup, je me suis arrêtée de bosser 3 semaines avant ma date de terme, au Ah lieu oui, quand enfin, des 6 ouais, semaines normales. Enfin, je crois que même en salarié, tu peux repousser, mais de 2 semaines, ouais, max. j'avais repoussé au max du max. Et moi, c'était un peu chaud quand même. Sur la fin, je me Tu trouvais vraiment. m'étonnes. 3 J'ai pas semaines avant, voulu tu me aurais pu stresser accoucher en avant plus. d'aller en congé mat. Ouais, j'aurais pu accoucher, mais j'ai des collègues à qui c'est arrivé Ah ouais? d'accoucher alors qu'elles n'étaient pas arrêtées ou d'accoucher le soir où elles se sont arrêtées. Donc ça me faisait quand même un peu peur sur la fin de pas avoir cette petite période pour en profiter. Ouais. Et alors au Donc, final? au final, j'ai pu en profiter jusqu'au bout parce qu'elle est arrivée bien à terme. Elle avait bien compris que je voulais me reposer. C'est bien. Merci Margot. Voilà. Donc tu as accouché après terme? Ouais, 2 jours après. Enfin, ouais, c'est ça. Mon terme était le vendredi et j'ai accouché dans la nuit du dimanche au lundi, donc au bout. Com comment ça s'est passé? Long et un peu compliqué. Alors, faut savoir que bon, si j'étais de la team péridurale en début de grossesse, j'avais un petit peu changé mon fusil d'épaule en cours de grossesse, un peu grâce à mon sage-femme, parce qu'en fait j'ai fait donc mes cours de prépa avec lui aussi, tout mon suivi jusqu'au suivi à l'hôpital et mes cours de prépa avec lui. Et sachant que je m'étais inscrite dans une grosse maternité de niveau 3 qui était à 100 minutes de chez moi, enfin quand même en début de grossesse j'étais en mode il faut sécuriser, enfin j'étais rassurée par, par Mmh. ce genre d'établissement, quoi. Et en fait, c'est donc ce sage-femme forcément, vu qu'il a pour vocation d'accompagner les femmes qui veulent accoucher de manière physiologique et sans péridurale et en plateau technique, il a une préparation à l'accouchement axée physiologie de l'accouchement, mais d'une façon. Enfin, moi, je trouve ça assez intelligent comme il fait ça. Il diabolise pas du tout la péridurale ou la médicalisation.
qui peut être nécessaire parfois, et il le reconnaît, mais il t'explique plutôt comment ça fonctionne dans ton corps un accouchement, comment ça fonctionne avec ton environnement, avec tes hormones, qu'est-ce qui se joue à ces moments-là. Il te donne les outils pour gérer au mieux la douleur, mais tout en te disant que quand c'est plus de la douleur mais que ça devient de la souffrance, ben c'est tout à fait normal de demander la péridurale et que c'est un outil dont il faut se servir aussi. Mais il essaye de te donner les clés pour que tu te serves de ça, on va dire, d'une bonne façon, quoi. Lui, son idée, c'est que tu aies tous les outils pour gérer et que tu prennes la péridurale au moment où tu n'arrives plus à gérer, et pas parce que on insiste pour que tu la prennes, ou parce qu'on te fait croire que si tu la prends pas tout de suite, l'anesthésiste, il va plus être là pendant 5 heures et que tu vas souffrir toute seule dans ton coin. Voilà, il essaye de te donner les clés pour que ce soit toi qui maîtrise, en fait, et qui gère. Donc, que tu fasses un vrai choix, en fait, pas un choix par défaut. Voilà, que tu fasses ton choix pour toi en fonction de tes moyens, et puis il t'apprend beaucoup il te donne les clés pour que tu puisses gérer tout seul, parce qu'il a bien conscience qu'en milieu hospitalier, les sages-femmes et le personnel, ils n'ont pas le temps, en fait, de t'accompagner sur ton accouchement. S'il y a 5 femmes qui accouchent en même temps, ils peuvent passer de voir 5 minutes toutes les heures, et encore. Ouais. Donc, il a complètement changé ma vision changer la vision de l'accouchement. Bon, je pense que j'avais pas une vision très poussée, mais il m'a vraiment aidé à voir les choses d'une autre façon, et du coup, j'ai commencé à me dire, et si j'essayais de m'en passer, ou en tout cas de m'en passer le plus longtemps possible. Parce que, bon, après, il a aussi quelques arguments médicaux en disant que, a priori, il y a des études qui étaient faites que quand la péridurale est mise plus tard, ou en tout cas qu'elle est mise à la demande de la femme et pas sous pression ou médicale ou quoi, t'as quand même moins de risques d'intervention derrière, et plus de chances que ça se passe bien, voire que ça accélère les choses. Qu'au contraire, si tu la prends trop tôt, il y a un risque que ça ralentisse un peu le travail, et qu'il y ait des interventions, notamment avec l'injection d'ocytocine, pour aider les choses, quoi. C'est bien de rappeler, enfin, je sais pas s'il a présenté comme ça, mais c'est bien de rappeler que les deux sont des choix possibles, et que c'est à soi-même de décider et pas aux autres. J'aime bien. Ouais, Bien sa façon d'en parler, quoi. La péridurale, c'est un outil de gestion de la douleur comme un autre, mais qu'il faut s'en servir à bon escient, et quand vraiment et que c'est à toi qui accouche de décider quand c'est le moment, et pas au personnel autour de toi, parce que je pense qu'à l'hôpital parfois ils usent un peu de ruse parce que ça les arrange dans leur planning, sans vraiment écouter où t'en es toi, quoi. Donc j'étais un petit peu partie dans cette optique-là sur la fin. J'avais commencé à lire 2-3 choses. Puis tu sais, c'est le moment où il y avait Bliss qui s'était lancé, et des podcasts maternité. Donc je commençais aussi à entendre d'autres histoires un peu plus variées d'accouchement. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ouais, là, du coup, t'avais vraiment tout changé d'avis. T'étais partie sur le plus tard possible, voire pas du tout. Ouais. C'était un peu l'idée que j'avais, mais bon, je crois qu'au fond de moi, j'étais pas non plus trop sûre de moi. Je me sentais pas en mode super confiante, je vais y arriver. Je crois que j'avais très peur d'avoir mal, parce que je suis quand même une grosse douillette, donc ça me faisait très peur. Pour un premier, on Et sait pas ce que c'est, hein. ouais, c'est ça, Mine de rien. c'est la grande inconnue. Et de façon très étrange, j'avais très peur d'accoucher chez moi, alors que bon, c'est quand même pas si courant que ça, et encore moins, je pense, pour un premier, même si ça arrive. Oui. Donc c'était, je pense que j'avais beaucoup d'appréhension, mais bon, j'imagine que c'est le cas de beaucoup. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu un début de travail très très long, parce que donc mon terme était le vendredi, donc je vais au rendez-vous de terme où tout va bien, il se passait strictement rien, et du coup ils m'ont dit revenez dans 2 jours. Et j'ai commencé à avoir des contractions le samedi soir, assez très vite, assez régulières et assez douloureuses. Et en fait, j'arrivais pas du tout à gérer, et j'arrivais pas du tout à me détacher. J'étais fixée sur mon chrono des contractions, et j'ai subi toute la nuit
Ouais, j'étais pas bien, quoi. J'arrivais pas à lâcher prise, j'arrivais pas à me rappeler ou à mettre en pratique un peu toutes les positions dont on nous avait parlé au cours de prépa à l'accouchement. Je pense que mon mec, il était un petit peu dépassé aussi et pas trop savoir comment m'aider. Il Du coup, avait je suis allée... assisté, lui, au cours de Ouais, préparation? il avait fait tous les cours. Donc, il y en avait deux où les papas étaient plus que recommandés. C'est ceux où il nous expliquait justement les positions d'accouchement et tout. Mais lui, il s'était arrangé pour venir à tous les cours et quasi tous les rendez-vous aussi de suivi. Donc, il savait. Il était Ouais. formé. Mais bon, je pense qu'il était aussi un petit peu démuni face à la douleur. Ouais, je pense qu'il savait pas trop à quoi s'attendre non plus, quoi. Et Ouais, du c'est coup, difficile de se rendre compte. ouais, je pense de voir l'autre souffrir et puis je pense que je le laissais pas trop m'aider non plus, quoi. Ouais. T'étais dans ta bulle de douleur. Ouais, j'arrivais vraiment pas à m'en sortir. Ouais, je pense, je sais pas, j'avais peur que ça aille trop vite, alors qu'en plus rationnellement, je voyais bien que c'était pas ça, parce que ce qu'il nous disait beaucoup en cours de préparer l'accouchement, c'est qu'en fait, le moment de partir à la maternité, souvent, lui, il donnait plutôt comme repère, c'est le moment où tu perds pied, où t'es plus vraiment capable de répondre, où t'es plus du tout dans le rationnel et que t'arrives plus à suivre, alors que moi, j'étais complètement conscience de ce qui se passait autour. C'est moi qui ai commandé le Uber pour aller à la maternité à 7 heures du matin. J'arrivais entre les contractions à avoir un fil de pensée logique. Donc je savais que c'était pas le moment, mais je pense que j'avais très peur de pas savoir reconnaître le moment, en fait. Ouais. Je vois. Donc voilà. On a fait un premier saut à la maternité le dimanche aux aurores où ils m'ont gentiment dit que j'étais à un doigt. Bon, voilà, Accrochez-vous, merci. madame. Au revoir. Donc ils m'ont gardé pour un monito parce que en fait j'avais euh, de J+2 de terme dans la matinée, donc ils m'ont dit bon bah tant qu'à faire on va faire le monito et tout ça maintenant. Ce qui a été horrible parce qu'ils m'ont allongé sur un lit pendant 1 heure pour le monito et c'était absolument atroce. Je pense Avec les mettre contractions? ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'était horrible, ça a fini de m'achever, je pense. Vraiment la position, je le savais en plus qu'il fallait pas rester immobile, mais je crois que j'étais crevée et en plus quand tu vois, on t'installe sur un lit et tout, moi j'avais pas du tout la présence d'esprit de me dire non non, il faut que je reste mobile ou il faut que je me lève ou donc Mais puis, enfin, je sais pas comment tu l'as vécu, mais je trouve qu'on a aussi enfin, on nous dit faites ça, on le fait quoi. À ouais, l'hôpital, on c'est n'est ça, pas dans c'est que notre environnement. ouais, t'as un peu l'impression que ils savent mieux, mais en fait ouais, ils m'ont vraiment j'ai vraiment subi cette heure ou plus d'1 heure, je crois, de monitoring allongé sur le lit à pas pouvoir bouger. Et du coup, au bout de 3 heures, ils m'ont dit bah allez marcher, allez faire un tour parce que ça n'avance pas, il se passe rien. Mais bon, et j'ai fait le tour du quartier en m'accrochant à tous les poteaux à chaque contraction et Ah, mais ils t'ont gardé? ils m'ont dit d'aller. Bon, on habitait à côté, donc ils m'ont dit bah vous pouvez rentrer chez vous, mais allez faire un tour et si ça va pas mieux, revenez dans 2-3 heures. Et puis en Ok. fait, comme j'étais en dépassement de terme, je pense qu'ils s'étaient dit de toute façon, si ça se lance pas, je pense qu'ils avaient déjà en tête qui pousseraient un peu le truc, quoi. Ah, ok. Mais donc ouais, ils m'ont renvoyé en me disant de revenir plus tard si ça allait pas mieux. Et bon, ça n'allait pas mieux. Du coup. Et quand je suis revenue dans l'après-midi, ils m'ont dit oh vous êtes à deux. Bon, je pense qu'ils m'ont peut-être dit ça pour me faire plaisir, mais Un petit 2. voilà. Et là, il m'a dit bah comme de toute façon vous êtes en dépassement de terme, si vous voulez, on peut poser la péridurale. Et bon bah voilà, comme on te propose ça et que ça va pas du tout et que tu gères rien, du coup j'ai accepté. Au début j'ai résisté en disant ah non je vais essayer encore un peu et puis au bout d'un quart d'heure j'en peux plus. Donc ils m'ont posé la péridurale au tout début. Bon, ça faisait quand même plus de 16 heures que j'avais des contractions, mais Ouais, je c'était sais pas si on peut appeler ça le tout début. C'est le tout début du travail, certes, mais ça faisait un moment quand voilà. même. Mais moi j'avais l'impression que j'avais déjà beaucoup donné quoi. Et c'est vrai Bah que c'est oui, un peu 16 heures décourageant de en plus contraction. quand il y a rien qui se passe finalement, tu vois, ça avance pas et j'étais un peu désespérée, je pense. Je comprends. Donc ils m'ont posé la péridurale assez tôt.
Et en fait, après, ils ont dû m'injecter de l'ocytocine parce que forcément, ça a complètement presque arrêté les contractions. Donc, ils ont mis de l'ocytocine de synthèse pour booster un peu le travail. Et sur la fin, une fois que j'étais à dilatation complète, je pense qu'ils n'ont pas attendu très longtemps qu'elle descende. Et en fait, ils m'ont fait pousser. Et au bout d'un moment, elle a mis un peu de temps à sortir. Et donc, ils m'ont dit qu'elle commençait à avoir des décélérations du rythme cardiaque. Et en plus, que son liquide amniotique était teinté. Ce qui voulait dire qu'elle avait eu du méconium encore dans le ventre, et ce qui peut être un signe de détresse du bébé. Donc, il fallait qu'elle sorte, quoi. Ouais. Et donc là, comment ça s'est passé? Donc, moi, j'étais complètement shootée parce qu'il était 2 heures du matin et que j'avais pas vraiment dormi depuis longtemps. Et donc au début, ils m'ont quand même laissé un peu pousser, et je me rappelle de la sage-femme qui lui faisait un shampoing alors pour l'aider à glisser alors qu'elle était encore dans mon bassin. Elle me dit, oh là là, elle a plein de cheveux. Quoi? Et en fait, quasiment d'un coup, ils sont passés de 2 à 6 ou 7 dans la pièce. Donc il y a l'obstétricien qui est rentré, qui s'est quand même présenté et qui m'a dit que il fallait qu'elle sorte vite. Ils m'ont fait une écho à ce moment-là. Je sais pas trop pourquoi. Je me demande si c'était pour voir comment elle était positionnée ou quoi. Et en fait, ils ont dû utiliser les forceps pour la faire sortir. Je pense avec du recul que je suis passée pas très loin de la césarienne, mais Ah oui? j'avais l'impression qu'il y avait quand même une urgence. Mais bon, je m'en rends pas compte. Ils m'ont jamais dit ça derrière, mais c'est vrai que le fait qu'ils débarquent à plein, qu'ils me fassent une échographie alors que j'étais à moitié en train de pousser et Ça doit être impressionnant. Alors moi, j'étais un peu déconnectée, je pense, de tout ça. Mon mec, il a eu un peu peur, ouais. Parce que lui, il a vraiment vu tout le monde s'agiter, l'anesthésiste qui est passé remettre du produit. Et moi, je pense que je planais à moitié quand même. Je me rendais pas bien compte de ce que ça voulait dire. Et donc là, ils m'ont quand même prévenu qu'au moment où elle allait sortir, ils allaient pas la brusquer pour qu'elle respire. En fait, ils voulaient pas trop qu'elle respire parce qu'elle risquait d'avoir avalé du liquide, et donc ils voulaient pouvoir l'aspirer avant qu'elle ne respire vraiment. Donc ils me l'ont posé absolument 10 secondes, je pense, sur mon ventre, et puis ils l'ont emmenée. Et donc je n'avais pas entendu si elle respirait ou pas. Et ils sont tous partis, ou presque. Je crois qu'il restait plus que la sage-femme, ou presque après, quoi, et tout le monde est parti avec le bébé. Donc T'as pas c'était eu le un temps, peu... t'as pas eu Ah le temps de la je... rencontrer en fait. Non, je l'ai pas vue du tout. Ouais, je pense qu'elle a frôlé mon ventre et ils l'ont emmené direct. Et ils sont venus chercher mon chéri 10-15 minutes après pour aller la voir. Mais sinon, ouais, moi, je l'ai vue que 2 heures et demie plus tard. Comment tu vis ça, toi, à ce moment-là? T'es toujours un peu shootée ou... Alors à ce moment-là, je suis complètement shootée. Surtout, il passe un bout de temps à me recoudre parce que j'ai eu une grosse déchirure du périnée. J'ai eu ce qui s'appelle une déchirure niveau 3, où en fait ça a touché les sphincters anales, mais c'était pas une déchirure complète. Mais donc c'est quand même une bonne déchirure, donc ils ont passé un bout de temps à me recoudre. Donc là, au début, ça allait parce qu'ils me faisaient un peu la conversation. Et puis après, à un moment, je me suis retrouvée toute seule, quoi. Ils sont tous partis. Du coup, ton mari était parti? Ouais, moi je lui avais demandé, alors il a fait quelques allers-retours pour me montrer des photos et tout, mais je voulais qu'il reste avec Margot parce que je voulais pas qu'elle soit toute seule non plus. Et donc du coup, j'étais un peu toute seule dans ma salle. Voilà, la sage-femme qui passait de temps en temps vérifier si tout allait bien. Mais c'est vrai que je crois que je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, quoi. C'est un peu... surtout que t'as beaucoup d'agitation d'un coup, puis ensuite, pas plus rien. Donc c'était un moment un petit peu bizarre, et ils nous l'ont ramené après. Donc elle allait très bien. C'est vrai qu'en fait, au moment où elle est sortie, ça allait pas trop parce qu'elle respirait pas bien. Ils ont dû la mettre sous oxygène, et ils ont aspiré parce qu'elle avait avalé du liquide. Donc elle a passé 2 heures sous une espèce de bulle d'oxygène, mais très vite elle s'est mise à respirer toute seule, et c'était vraiment de la surveillance classique, quoi. Enfin classique. Ouais. Un peu poussée, mais il y avait rien de grave. Donc, Toi, qu'est-ce qu'on t'explique quand même? Enfin, on vient t'expliquer pendant ces 2 heures ou t'attends? on est venu m'expliquer quand même.
je me rappelle qu'ils m'ont expliqué juste avant qu'elle sorte, donc ils allaient l'emmener pour l'aspirer. Ils sont venus m'expliquer qu'ils l'avaient mis sous oxygène. Et j'ai souvenir que mon mari a fait 2-3 allers-retours et à lui, il lui avait expliqué ce qui se passait. Donc, on m'explique quand même. Mais bon, c'est vrai qu'il reste pas non plus hyper longtemps dans la chambre avec moi, quoi. Bon, Oui. forcément, il y avait d'autres femmes qui accouchent, mais ils m'ont quand même. Moi, j'ai souvenir qu'il m'avait quand même dit les choses, mais bon, j'étais un petit peu perchée, je pense. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc, ouais. Et oui, ils me l'ont ramenée un peu après, donc j'ai pu la rencontrer au bout de 2 heures et demie. Mais ouais, ça fait un peu bizarre. Moi, j'ai toujours eu un peu cette impression que il y avait un bébé dans mon ventre, puis on m'a ramené un bébé, mais ça aurait pu être n'importe quel autre bébé. Finalement, ça aurait été pareil, quoi, parce que je l'ai pas vu. Donc, j'ai toujours fait un peu une dissociation entre le bébé du ventre et le bébé dans mes bras, et j'ai eu du mal à faire ce lien derrière. Ouais. Alors, je te Donc, demande pas si tu as ressenti la vague d'amour à ce moment-là. non, j'ai pas ressenti la vague d'amour, mais je me rappelle même quand mon mari m'a envoyé la première photo, donc elle était sous sa bulle d'oxygène, donc ça déforme en plus un peu le visage, elle était sortie au forceps, enfin, donc tu vois, elle avait un visage un petit peu marqué, et je lui avais répondu, oh, elle est mignonne, et je le pensais pas du tout, et je me disais, oh là là, je n'arrive pas à la trouver mignonne. C'est quoi ce bébé? Bon, après, très vite, je l'ai trouvée mignonne quand même, mais au début, j'étais là. Ah, d'accord. Et tu m'étonnes, ça doit faire bizarre quand même de voir Ouais. son bébé Mais comme donc, ça. non, j'ai pas ressenti la vague d'amour, mais vraiment, moi, je pense que j'ai commencé à vraiment être amoureuse de mon bébé. Elle avait, ouais, 2-3 mois, tu vois, ça a mis vraiment longtemps à venir. Ouais. Je l'aimais de façon un peu animale parce qu'il fallait que je m'occupe d'elle et que j'étais gaga et tout, mais je ressentais pas cette, ouais, je ressentais pas l'amour fou comme j'ai pu le ressentir après. Ça a mis vraiment Mm. longtemps, je trouve, avant que ça devienne un sentiment plus d'amour que juste je dois m'occuper de mon bébé. Ça t'a inquiété ou t'as su au fond de toi que c'était normal? Alors, je pense que je savais que c'était normal, mais parce que mon sage-femme, il nous avait beaucoup préparé à ça aussi. Il nous en avait parlé en disant ça vient pas forcément tout de suite. Et puis, même dans le couple, ça vient pas forcément au même moment. Et ça peut être déstabilisant, mais ça viendra. Et c'est vrai que moi, mon mari, il était fan d'elle et je pense en amour pour elle dès la première seconde. Et moi, moins. Mais je savais que ça allait venir. Et puis, je ressentais quand même des choses, mais c'est vrai que je me sentais pas. Ouais, j'avais pas ressenti la vague, quoi. Décidément, ce sage-femme, il est très très bien. Ah oui, il est très très bien. Moi, je suis très fan très fan de lui. Et alors, le séjour à la maternité, comment ça se passe? Il m'a un peu compliqué. Alors au début, très bien. Il nous ramène en chambre après la surveillance là en salle de naissance. Le premier jour, très bien. Et en fait, le lendemain matin, il y a un interne en pédiatrie qui vient nous voir et qui nous dit qu'il faut qu'il fasse des examens complémentaires parce qu'apparemment, il avait fait une prise de sang au moment de sa naissance et qu'elle a, je crois que ça s'appelle la CRP, c'est un indicateur, une protéine dans le sang qui indique qu'il peut y avoir une infection ou une inflammation. Et comme elle avait avalé du liquide méconial et qu'elle avait une naissance un peu compliquée, ils ont fait ils voulaient faire des examens complémentaires et ils veulent l'hospitaliser pour lui mettre des antibiotiques. Bon, alors à côté de ça, elle allait quand même très bien, hein, elle mangeait pas de fièvre, enfin il y avait rien d'inquiétant, mais ils étaient un peu ceinture bretelle, je pense, tu vois, prendre zéro risque. Ouais. Et du coup, ils nous envoient à l'unité kangourou. Donc c'est une unité mère-enfant où ils hospitalisent les bébés et toi en tant que parent, tu restes avec ton bébé dans la chambre quoi, tout le temps. Enfin, t'es hospitalisé en même temps que ton bébé. Donc, ça dure plus longtemps qu'un séjour maternité classique, c'est ça? Alors oui, non, ça a duré beaucoup plus longtemps parce qu'elle a eu une première série d'examens et d'antibiotiques pendant 3 jours. Et ensuite, sa CRP avait commencé à diminuer, puis elle a regrimpé alors qu'il venait d'arrêter les antibiotiques. Et du coup, ils lui ont fait toute une deuxième série d'examens. Donc c'était absolument horrible puisque, en gros, les examens, c'est ponction lombaire. Donc sur un bébé de 2 jours, Oh. puis de 5 jours, c'était affreux. Avec Plus toi en plus, j'imagine, dans la pièce?
Alors non, ils te demandent de sortir. Ouais. Et tu restes pas. Et je pense que c'est mieux d'ailleurs. Parce qu'en fait, eux ce qu'ils disent, mais peut-être que c'est pour te rassurer, hein, c'est que ça leur fait pas mal, mais c'est que la position pour faire la ponction, tu sais, ils les mettent assis un peu en boule, c'est désagréable pour un bébé. Mm. Et du coup, forcément, ils pleurent beaucoup. Puis je pense qu'ils apprécient pas d'être manipulés dans tous les sens. Et du coup, tu restes pas pour les examens. Mm. Donc ouais, ils lui ont fait ponction lombaire. Elle a eu aussi analyse d'urine, je crois. Et ils lui ont fait une écho abdominale, une écho de la tête. En fait, ils cherchaient s'il y avait quelque chose, sachant que la seule chose inquiétante, c'était cette CRP qui était trop élevée. À côté de ça, elle allait hyper bien. Et du coup, ils l'ont remis 5 jours sous antibio. Et donc, on est sorti au bout de 10 jours. Wow. Voilà. Donc, ouais, c'était un peu long. Puis, l'unité kangourou, bah, moi, j'étais en chambre double. Donc, il n'y avait pas une deuxième maman tout le long avec moi, mais il y en a eu au début et à la fin. Donc, ça veut dire quand même double réveil, hein, parce que l'autre bébé se réveille aussi. Ben Et ça veut ouais. dire que mon mari, il pouvait pas rester la nuit avec moi. Il était obligé de partir le soir. Donc, ouais, c'était long, un peu rude. Surtout que moi, je me suis prise la descente d'hormones au moment où ils nous disaient que non, on partait pas et qu'il fallait refaire tout plein de tests. Et bon, le personnel est vraiment exceptionnel. Enfin, elles ont forcément moins de mamans à s'occuper. C'est une petite unité, donc elles prenaient vraiment le temps de venir nous voir, discuter avec nous et tout ça. Mais C'est ouais, dur. quand on te Mm. prépare à 2 jours de séjour à la mater et que tu restes 10 jours, c'est un peu dur. Bon, Ouais, le seul c'est truc, clair. c'est que voilà, Margot, elle est sortie de la maternité, elle faisait 4 kilos. Et c'est sûr que comparé aux petits bébés qu'on voyait, parce que l'unité kangourou, c'est souvent les bébés post-néonat, bon, on était plutôt rassurés, quoi. C'était, ouais. À côté de Ils ont ça, elle trouvé allait. d'où Non, ça venait? Jamais. non, jamais. Il n'y a pas d'explication. Et maintenant, moi, on m'a beaucoup dit qu'en fait, si ça avait été une autre maternité, il n'y aurait jamais fait de prise de sang sans autres symptômes et on n'aurait pas forcément vécu tout ça, quoi. Ah ouais? Je pense que c'est que j'étais dans une maternité niveau 3 et qu'ils ont voulu faire plein de contrôles. Et moi, on m'a beaucoup dit qu'ailleurs, on nous aurait pas forcément gardé et sans autres symptômes, elle aurait pas forcément eu d'antibio. Bon, après, je me dis d'un côté, vaut mieux ça. On est rentré tranquille chez nous, mais c'était un petit peu difficile. Ouais. Sacré début de vie. Ouais, ça a commencé fort. Non, Et c'est alors sûr que. le retour à la maison, ça a été un peu plus tranquille quand même? Le Ouais, bah postpartum, du le coup, on quatrième était trimestre, tout ça? très contents de rentrer, forcément, Tu déjà. Au bout de m'étonnes. 10 jours, on n'avait qu'une hâte, c'était de rentrer chez nous. Je crois que quand ils nous ont dit qu'on pouvait partir, un quart d'heure après, on était dehors. On était en mode starting block, on y va. Et puis surtout, on est rentré, on était assez à l'aise, en fait. Ben, tu vois, on avait changé un paquet de couches à la maternité, on avait donné plusieurs bains, on gérait les biberons. Ben, je trouve qu'on avait quand même, ça nous a sécurisé dans pas mal de gestes du quotidien, le fait d'être très accompagné pendant les 10 premiers jours. Donc là-dessus, on était assez à l'aise. Et puis, on avait un bébé quand même assez cool qui pouvait dormir posé dans un berceau. Parce que j'ai Ça, appris c'est plus tard que chouette. c'était exceptionnel. Donc non, c'était chouette. Mon Steve, il avait pris, avec son congé pat, il avait pris des congés en plus, donc il est resté les 5 semaines premières semaines à la maison. Donc c'était bien, tu vois, on a eu un bon mois tous ensemble, on a pu voir la famille, créer un peu notre cocon tous les trois. Donc ça, c'était très chouette. Ouais, 5 Et semaines, c'est cool. Dans quelques années, on dira non, mais 5 semaines, c'est normal. Non, non, 5 semaines, c'est cool en ouais, 2018. c'est cool. Je trouve que ouais, fallait pas moins, tu vois, parce que ça te permet quand même de sortir du premier mois où tout change très vite et puis ouais, je pense d'avoir un vrai lien aussi papa-bébé au début, quoi. C'est Ouais. important. Ah bah, je pense qu'on est d'accord sur le fait que il faudrait un Ouais. congé paternité aussi long que le congé maternité, mais bon, là, il y a pas de débat, hein. Oui, c'est sûr. Mais ouais, non, elle était plutôt cool. J'ai des souvenirs, peut-être des fois, elle déchargeait un peu le soir, mais tu vois, ça n'a jamais été l'horreur. Et surtout, à 5 semaines, elle faisait ses nuits. Waouh. Et puis après, j'ai appris que
qu'il y avait des régressions et que c'est pas parce qu'un Ah bébé waouh! faisait ses nuits que ça durait toute sa vie. Et ça, on n'avait pas dit que c'était possible. C'est vrai que dans ma tête, une fois que ça dormait, bon, bah, il y avait quelques nuits compliquées quand ils étaient malades, mais c'est tout. Et puis, Ça peut bah, arriver, mais pas tout le monde. voilà. Non, bah, nous, ça s'est pas trop passé comme ça. Et la régression à 3 mois? Elle a eu la régression vers 4 mois et on a eu, ouais, bien, je sais pas, jusqu'à 11-12 mois, ça a été quand même compliqué. On se levait plusieurs fois par nuit, sa tétine, il y a des moments où on a dû redonner. Enfin, c'était un peu le chaos et ça a été compliqué quand même. Et moi, je m'y attendais pas du tout. J'étais pas du tout préparée. Ouais, en fait, dans ma tête, un bébé, au début, ça serait pour manger la nuit. Et puis, quand on mangeait plus la nuit, ben, ça dormait, sauf, voilà, les quelques fois quand ça allait pas, mais que généralement, ça dormait. Je pensais que ça faisait 3 siestes de 1 ou 2 heures par jour et qu'on les posait dans un lit et que tout allait bien. Et ben non, en Bah fait, non. pas du tout. Autant Margot, les premières semaines, elle dormait bien, mais je pense, bon, peut-être pas comme beaucoup de bébés, mais tu vois, ils atterrissent un peu, donc elle dormait un peu partout. On pouvait la poser, elle restait endormie. Et en fait, très vite, les siestes, c'est devenu compliqué. Et je pense que j'ai beaucoup lutté. Bah, j'avais beaucoup de pression à l'idée qu'il fallait qu'elle dorme posée dans un lit et pas sur moi. Donc j'ai passé beaucoup de temps à la bercer pour l'endormir et puis à essayer de la poser. Puis elle se réveillait ou elle dormait une demi-heure et puis il fallait recommencer. Et donc j'ai quand même souvenir d'un début de postpartum, un des premiers mois de vie où le sommeil était un peu une bataille, quoi. Que ce soit, elle mettait du temps à s'endormir, et puis elle se réveillait très vite quand on la posait, et c'était un éternel recommencement. Donc avec du recul, je pense que je l'ai pas très bien vécu. Et je me sentais assez seule aussi la journée, parce que quand Steve il a repris le boulot, ben, il partait à 8 heures, il rentrait à 19 heures, et il fallait gérer toutes les siestes et puis les biberons qui étaient compliqués au milieu. Donc c'est pas les meilleurs mois de sa vie finalement. Même Ah oui, si les j'aime biberons, c'était beaucoup... compliqué? Ouais, les biberons, c'était très compliqué, parce qu'en fait, elle avalait beaucoup d'air, je pense, et elle avait beaucoup de rots. Et du coup, fallait s'interrompre tout le temps pour lui faire des rots. Et ça prenait facilement 1 heure pour lui donner un biberon, sauf qu'elle Ah ouais. mangeait toutes les 3 heures, quoi. Donc il y avait jamais de vraie pause. Et en plus, à cause de ça, moi, je n'osais pas sortir. Je trouvais que c'était hyper compliqué comme logistique de quoi prévoir comme biberon. Puis parfois, ben, au bout d'1 heure, du coup, fallait jeter le bib parce que ça faisait 1 heure qu'il était fait et qu'on te dit que pas plus d'1 heure, sinon faut tout jeter pour en refaire un bout. Elle avait pas fini de manger. Enfin, c'était une logistique qui me stressait beaucoup. Et Ouais. du coup, j'ai eu beaucoup de mal à, tu vois, sortir de chez moi, faire une course. Ça me paraissait le bout du monde parce qu'il fallait caler ça entre les bibs. Et puis, si jamais elle avait faim, comment ça allait se passer. Et voilà, compliqué. Ouais. T'étais entourée ou... Enfin, tu dis que tu t'es sentie seule, donc j'imagine que non, mais t'avais quand même des gens qui avaient des bébés autour de toi plutôt proches ou pas du tout? J'avais pas beaucoup de gens avec des bébés. J'étais quand même un peu entourée parce que mes parents habitent pas très loin et ma mère étant prof, elle a vite été en vacances parce que ouais, j'ai accouché au mois d'avril, donc tu vois, à partir de juin-juillet, elle était en vacances et j'allais quand même pas mal chez elle. Et elle me relayait pas mal, mais tu sais, ça fait partie de ces mamans qui disent que tous ces bébés ont dormi dans leur lit à 3 semaines et ne se sont jamais réveillés la nuit, quoi. Ouais. Donc, Soit chanceuse, soit amnésique. voilà, on sait pas. Donc, je pense qu'elle comprenait pas trop. Ben, ouais, si, elle me relayait, mais on parlait pas trop sommeil. Donc, j'avais quand même du monde à aller voir, mais beaucoup de gens avec vraiment des petits bébés. C'était plus des gens, tu vois, mes neveux et nièces, ils étaient déjà un peu plus grands. Donc, j'étais assez seule en tant que jeune maman. Ouais, j'ai un peu l'impression que c'est beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de... Ou c'est peut-être un biais autour de moi, mais j'entends beaucoup de sentiments de solitude Ouais, pour un premier ouais, mais je bébé. pense que ça manque de toute façon de choses pour accompagner les mères. Tu vois, on renvoie travailler les pères au bout d'1 mois et en même temps,
t'as rien derrière, quoi. Alors que ce serait génial de te faire rencontrer en tant que maman de bébé de 2-3 mois, pouvoir boire un café et de sortir de chez toi. Faire Ça des manque groupes un de peu de jeunes ça. mamans comme dans Working Moms. Mais trop, mais ça Ça aurait serait été génial. génial. J'aurais Ouais, mais adoré, moi. démocratisé, hein, pour tout le monde. Ouais. Et alors, vous avez fini par redormir? On a fini par redormir, de mieux en mieux quand même. C'est 1 an et vraiment à partir de ces 18 mois, qui a été le moment où on s'est dit que bon, ben, on serait bien le deuxième. Allez, on dort. Allez, on va recommencer. Donc, c'est vraiment ça, quoi. C'est pas maintenant qu'on dort, on va se remettre dedans. T'as aimé ça Alors, t'as pas dormi, ça, je veux bien te croire que c'était très compliqué, mais au-delà de ça, t'as aimé ça, là, les premiers mois de ton bébé? Ah ouais, moi j'adore le tout petit bébé qui dort contre toi. Je pense que j'ai aimé vraiment toutes les périodes de sa vie, même jusqu'à maintenant. Et chaque mois, je me dis que c'est encore mieux qu'avant, mais j'aime quand même beaucoup ce côté nourrisson, tout petit, qui se love contre toi. Et ouais, c'est vraiment un truc, je pense que je pourrais recommencer 15 fois. Bon, alors, oui et non, ou alors faut les donner après. Je ne sais plus. Moi, je les garde que la première année. Après, j'en veux plus. Mais ouais, quand même, je suis de la team, ça me dérange pas plus que ça d'être coincée avec un bébé, quoi. Ouais. Donc Donc, j'avais quand même bien envie de remettre ça. Et j'ai tanné pas mal mon conjoint et puis j'ai attendu qu'il soit un peu plus près. il voulait pas tout de suite, lui? Au début, il voulait pas, ouais, parce que je pense qu'il avait l'impression de pas avoir beaucoup de temps pour lui, ce qui était vrai, et qui se disait que ce serait encore pire avec un deuxième, ce qui est un peu vrai aussi. Mais moi, j'arrivais à voir, je pense, plus sur le long terme que Margot, elle allait grandir et que c'était quelques années un peu hard, mais ouais, que ça allait passer, quoi. Donc, Vous saviez que vous en vouliez plusieurs, de toute façon. oui, ouais, ça a jamais été ça a jamais vraiment été une question. Moi, j'ai toujours dit que j'en voulais 3. Lui, il a toujours dit qu'il en voulait que 2. Mais en fait, on s'est jamais vraiment questionné sur est-ce qu'il y aurait un deuxième. C'était plus quand est-ce qu'on lancerait le deuxième, quoi. Ouais. Plus une Et question alors, de planning. ça a été quand? Et ben, ça a été vers les 18 mois de Margot. Ouais, un peu avant les 18 mois, on s'est dit, allez, go, on remet ça. Et là, bon, c'est pas énorme, mais je crois que j'ai mis 3 ou 4 cycles avant de tomber enceinte. Peut-être à cause du lubrifiant, nous ne saurons jamais, mais j'ai découvert à ce moment-là que c'est écrit que les lubrifiants ralentissent la mobilité des spermatozoïdes, ce que je ne savais pas du tout. Je crois que Ouais, c'est une histoire de pH. pas tous les lubrifiants. Il me semble que les lubrifiants à base d'eau, c'est bon. C'est les autres. Je crois que même à base d'eau, moi je sais plus ce qu'on avait, mais du coup j'avais lu ça un jour par hasard. Je suis allée regarder et t'as en effet des lubrifiants qui sont OK fertilité. Alors du coup, ils survendent un peu le truc en disant que ça va t'aider à mieux concevoir, ce qui est totalement bullshit. Ah. Mais Alors, reprenons les bases. voilà, Ne pas empêcher n'est pas aider. c'est ça. Ce n'est pas donc ils te vendent ça 3 fois le prix d'un lubrifiant classique. Mais apparemment, c'est une histoire de pH, je crois, et que du coup, certains lubrifiants modifient trop le pH et c'est pas bon pour les spermatozoïdes. Eh bien, il semblerait que je dise des bêtises. Vous me direz, ce sera ni la première, ni la dernière fois. Mais bref, selon une étude que je vous mets en lien, enfin son abstract en tout cas, parce que j'ai toujours pas d'accès illimité aux études scientifiques, les lubrifiants à base d'eau, c'est pas ouf. Enfin, ça dépend lesquels, comme dit Raphaël. Remettons quand même les choses à leur place en précisant que c'est une étude effectuée sur 5 lubrifiants, dont l'huile d'olive et le blanc d'œuf, et sur 60 échantillons de sperme. Mais en gros, ce qu'il y a à retenir, c'est que certains lubrifiants immobilisent effectivement les spermatozoïdes. Mais pas le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf, c'est safe. Vive le blanc d'œuf. J'avoue que c'est pas ça que j'aurais pensé en premier. Donc, Je petit me dis que tips, faites gaffe aux lubrifiants. voilà, c'est toujours bon à savoir parce que personne t'en parle. C'est clair. Mais donc je suis tombée enceinte en décembre 2020
Et du coup, vous aviez changé de lubrifiant. Du coup, on a changé de lubrifiant. Donc, est-ce que c'est ça ou pas? Je ne sais pas. Je pourrais aller laisser un commentaire parce que j'avais regardé, je l'ai acheté sur Amazon et tu sais, tu avais des commentaires des gens et t'en as plein qui disaient ah bah je sais pas si c'est ça, mais je suis tombée enceinte dès que je l'ai essayé. Du coup, je pourrais aller faire pareil si je veux. Donc, ouais, décembre 2020. Ouais. Et du coup, ça se passe aussi bien, enfin toujours aussi fatiguée, mais le reste ça va ou? Alors fatiguée, même encore plus fatiguée. Je crois que j'ai un peu sous-estimé. Ouais, Margot, elle avait pas 2 ans quand je suis tombée enceinte, donc ça reste un bébé en fait. Avec du recul, c'est un bébé quoi. Elle marchait. Pire, c'est un bambin. Ouais, c'est un bambin qui pèse 13 kilos, qui veut être dans tes bras, qui a besoin de sa maman et des parents quoi. Et du coup, j'ai eu un début de premier trimestre où beaucoup de fatigue et j'en voulais presque au bébé d'avoir cette fatigue-là, de pas pouvoir m'occuper de Margot comme j'avais envie. J'ai eu tout un moment où je me demandais presque si vraiment on avait fait de bons choix, si c'était vraiment le bon moment. Bon, c'était un peu tard, mais... Et en plus, j'ai souvenir que j'ai eu du ventre très très vite. Et il y avait un peu un décalage entre mon corps et ce début de ventre de femme enceinte et moi, comment je me sentais dans ma tête par rapport à ma grossesse. Tu vois, je voulais pas encore en parler à tout le monde, donc il fallait quand même que je cache un peu. Je me sentais pas à l'aise. J'ai eu 2-3 mois un petit peu compliqués. Et puis, c'est passé. Alors, pas la fatigue, surtout qu'on a décidé de racheter un appartement et de refaire des travaux et de redéménager. Ben oui, pourquoi pas. Voilà. Je ne recommande toujours pas. Donc, mais du coup, j'ai quand même été à 2 semaines au deuxième trimestre parce que j'étais à bout et j'ai été arrêtée définitivement à 6 mois et demi de grossesse, quoi. C'était vraiment, je me traînais et entre gérer l'appart, les travaux, le déménagement, gérer Margot, c'était crevant. Ouais, bah, tu m'étonnes. Plus difficile de se projeter aussi, je trouve, dans la grossesse et de prendre le temps pour ce deuxième bébé. En fait, je me souviens que pour Margot, tout était nouveau, donc j'ai dû passer ma grossesse à éplucher les comparatifs et les tests. Tu vois, tu choisis les biberons, tu choisis les couches, tu choisis le lit, tu choisis le doudou, tout est nouveau, quoi. Et là, ouais. Tu sais ce que tu vas faire, tu reprends les mêmes meubles, tu reprends les mêmes vêtements, tu sais quelle couche tu vas utiliser. Donc finalement, tu passes pas beaucoup de temps à préparer l'arrivée du bébé, quoi. Ça t'a manqué? Ça m'a un peu manqué, ça m'a fait culpabiliser pas mal. Tu vois, en disant, oh là là, je prends pas de temps pour le bébé, on s'y consacre moins. C'est vrai que pour Margot, on avait un rituel où tous les soirs, il me massait le ventre avec une huile et puis du coup, il faisait des petites caresses au bébé. C'était un peu le moment avec Margot où il jouait avec elle dans mon ventre et tout. Et puis là, une fois sur deux, on zappait parce qu'on y pensait moins, forcément. Et j'avais toujours un peu cette culpabilité de me dire qu'on l'attendait moins. Après, je pense que c'est normal aussi. Forcément, t'as déjà un enfant qui demande beaucoup. Donc, tu te consacres à l'enfant qui est là, quoi. Mais le fait d'être arrêtée tôt, ça m'a quand même permis un peu plus de me retrouver, de prendre du temps pour y penser, de comater sur mon canapé en me caressant le ventre. Enfin, tu vois, de préparer un peu plus l'idée, quoi. Ouais. Je vois, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu choisis cette fois comme accompagnement? Tu retournes voir ton sage-femme? Je retourne voir mon sage-femme avec l'idée principale qui est que je veux pas être séparée de mon bébé à la naissance. Enfin, je veux faire le maximum pour ne pas être séparée de mon bébé à la naissance. Toujours en croyant assez fort à l'accouchement physiologique, dans le sens où c'est quelque chose qui me parlait, je pense, et que je me disais qu'avec un accouchement, plus j'irais dans un accouchement physio, moins j'avais d'intervention médicale dans mon accouchement et donc de séparation. Et puis c'est vrai qu'après la naissance de Margot, moi, j'ai continué à lire, écouter des podcasts et quand j'entendais des récits d'accouchement sans péridurale ou en tout cas physiologique, c'est quelque chose qui me parlait, quoi, qui me donnait envie. Donc je suis retournée voir mon sage-femme dans l'idée de
de faire un accompagnement global avec lui et donc d'accoucher en plateau technique. C'est-à-dire? Ouais, Alors, le vas-y. plateau technique, Explique. l'idée, c'est que du coup, tu es suivi par un ou une sage-femme en libéral qui va faire tout ton suivi de grossesse et qui sera présent le jour de ton accouchement dans la maternité. Donc, c'est une maternité qui permet aux sages-femmes libérales de venir de leur salle, souvent les salles nature, avec leurs patientes pour l'accouchement. Et après, derrière, tu fais un suivi de grossesse classique. Enfin, suivi de couche, suite de couche classique en maternité. Donc, t'es à mi-chemin suivi entre la par la même... maternité et la maison de naissance. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est un peu comme la maison de naissance où quoi que t'accouches quand même à l'hôpital, mais souvent ils te réservent la salle nature, s'ils peuvent. Enfin, et mais souvent c'est des hôpitaux qui ont des salles nature quand même qui permettent aux sages-femmes de faire ça. Et surtout, voilà, c'est la personne qui est présente le jour de ton accouchement. C'est la personne qui t'a suivi tout le long de ta grossesse. Alors moi, mon sage-femme, il travaille avec 2 autres sages-femmes parce qu'ils se répartissent les astreintes, mais j'ai rencontré les autres sages-femmes, j'ai eu des rendez-vous particuliers avec elles, donc je connaissais les 3. Donc je savais que selon quand j'accouchais, ça allait être un des 3, et je savais que ce serait forcément un des 3 et qu'il n'aurait que moi à gérer au moment de mon accouchement, quoi. Ils gèrent pas 4 autres femmes en même temps et ils sont là que pour toi. C'est un peu une sage-femme d'Anna Roy. Génial. Donc du coup, ce projet, l'accouchement sur plateau technique, par contre, ça t'empêche complètement d'avoir accès à la péridurale? Non, pas du tout. En fait, tu es quand même à l'hôpital, donc s'il se passe quoi que ce soit, alors que ce soit besoin d'une intervention médicale plus importante, ben, il travaille avec les équipes de la maternité. Donc, tu as l'obstétricien qui peut intervenir, tu as l'anesthésiste qui peut intervenir si tu as besoin d'une péri. Après, généralement, mais ça, je pense que ça dépend très certainement des sages-femmes et des hôpitaux. À partir du moment où tu passes du côté médicalisé, le sage-femme qui te suit ne peut plus te suivre. Mais bon, c'est peut-être maternité et sage-femme dépendant, ça je sais pas. Mais moi, dans mon cas, s'il y avait médicalisation, ils pouvaient plus. Alors, ils restaient un peu pour nous suivre à l'accouchement, mais tu sors de l'accompagnement global pur, quoi. Ouais. Et pareil, en cas de déclenchement, mon sage-femme et ses collègues n'interviennent plus parce que ça devient du médical et du coup, c'est plus eux qui peuvent assister et participer à l'accouchement. Mais s'il y a quoi que ce soit, tu peux avoir une intervention. Et d'ailleurs, tu as un rendez-vous d'inscription à la maternité où tu rencontres un obstétricien qui valide ou non ton projet de plateau technique. Ah oui? En fonction de tes antécédents. Il y a des limites? Alors j'imagine, mais ça je sais pas, j'imagine que grossesse gémellaire c'est pas possible. Bon, je pense que si tu as des problèmes peut-être des antécédents dans tes accouchements, c'est peut-être pas possible. En gros, il faut que ce soit une grossesse à bas risque, quoi, un risque zéro où t'aies pas besoin de suivi particulier. Donc ils prennent je pense que s'il y a le moindre doute, ils te redirigent vers les équipes de l'hôpital pour le suivi même. Ok. Donc voilà. Donc faut que toutes les cases soient remplies, mais s'il y a quoi que ce soit, ce qui est un peu rassurant aussi, l'avantage c'est que tu restes à l'hôpital. Donc ils ont tout ce qu'il faut pour te prendre en charge. Le seul inconvénient c'est que ça coûte cher. Ah oui, c'est pas pris en charge? Non, c'est pas pris en charge par la Sécu, mais je pense que c'est le cas de la plupart des sages-femmes, ils sont en dépassement d'honoraires. La Sécu, elle rembourse 460 € je crois, pour un accouchement. Et moi, j'ai payé 1000 € pour l'accouchement et 400 € d'astreinte. Parce qu'en fait, tout le 9e mois, t'as leur numéro de portable perso et tu peux les appeler pour la moindre question, le moindre souci. Ils assurent l'astreinte. Et après, c'est le jour où ça lance, t'appelles ton sage-femme d'astreinte et puis il te rejoint à la maternité quand c'est bon et il peut rester là 6, 8, 10, 12 heures selon le temps que ça dure. Donc ils sont forcément en dépassement d'honoraires et t'en as de ta poche. Alors il y a des mutuelles qui prennent en charge, d'autres pas du tout. Mais ouais, c'est un super accompagnement, mais ça a un coût, quoi. C'est sûr que c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est un vrai budget. C'est un vrai choix et c'est vraiment déplorable que
te dis qu'il n'y a pas de meilleures conditions dans les maternités, parce que moi, j'ai trouvé que ça faisait toute la différence d'être suivi par une personne qui est... Ah, puis déjà qui te connaît, ça c'est quand même vraiment chouette, parce que tu as un vrai lien qui se tisse pendant le suivi, et qui en plus derrière est vraiment là pour toi tout au long de ton accouchement si tu as besoin. Ouais, tu dis c'est un vrai choix. Je comprends pourquoi tu le dis, mais du coup, c'est pas un choix pour tout le monde, quoi. Non, ouais, c'est un choix quand, quand tu as les moyens, T'as c'est les un choix moyens, ouais. privilégié, hein, non, c'est sûr. Mais puis en plus, t'as pas énormément de maternités qui ouvrent leur plateau technique, parce que c'est pareil, c'est des maternités qui sont un petit peu ouvertes à ça. Et tu vois, donc moi je suis à Lyon, qui est quand même une grande ville avec beaucoup d'hôpitaux. Légèrement. La maternité où j'ai accouché, elle est dans une ville à côté, à une demi-heure de... Il n'y a Ah oui. aucune maternité à Lyon qui ouvre leur plateau technique. Ils sont complètement... je pense que tu as une petite rivalité obstétricien-sage-femme là-dessus. Et il faut faire... voilà, tu as en plus le trajet, faire une demi-heure de route, voire 1 heure en heure de pointe pour aller accoucher, alors que tu vis déjà dans une grande ville. Donc j'imagine pas les départements où il n'y a plus qu'une maternité. Surtout le département, ça doit être... c'est pas possible, quoi. Ouais. Ouais, là, encore une fois, il n'y a pas de débat, clairement. Il y a trop peu de moyens. Mais bref, on les connaît, les soucis, hein. Ouais. Et alors, cet accouchement? Ce deuxième, du coup. Et ben, complètement différente, tu t'en doutes. Oui, j'imagine, Euh, ouais. Au début, j'étais pas trop pressée d'accoucher. J'étais contente. Bon, je m'attendais pas, vu l'accouchement de Margot, à ce que ça se lance trop en avance, mais j'étais bien contente d'aller assez loin dans la grossesse. Je savourais un peu ces derniers moments de calme avant la tempête. Sur la dernière semaine, j'ai commencé à en avoir un peu marre. Tu vois, je crois que je m'étais projeté un peu une date en tête. Mon terme était le 19 septembre et je m'étais dit qu'à partir du 12, c'était bien. Et du coup, à partir du 12, j'avais très envie d'accoucher. Ouais. Et ça s'est lancé assez lentement, mais différemment. Au début, j'avais une contraction, tu vois, toutes les 3-4 heures qui piquait un peu, mais bon, sans plus. Donc je me disais, ah, ça va travailler un petit peu. Et j'ai eu 2 épisodes de faux travail 2 nuits de suite. Donc ça a été un peu dur. Parce que, ouais, ça se lançait et bon, bah, je me levais, je gérais mon truc et puis au bout d'un moment, ça s'arrêtait et il se passait plus rien, quoi. Il y a même une nuit où on avait activé le plan garde de Margot et puis finalement, j'ai rappelé ma mère à 8 heures du matin en disant, bah non, on va venir la récupérer. Finalement. Donc, moralement, ça a été un peu difficile. Ouais, Et c'était donc, frustrant. ouais, frustrant. Puis ouais, c'est fatigant en plus parce que, bah, comme par hasard, ça arrive la nuit, donc je dormais pas beaucoup et puis c'était quand même des contractions qui piquaient fort. Là où ça m'a aidé, c'est que ça m'a vraiment permis dès le début de mettre en place les outils pour gérer la douleur et de voir que ça fonctionnait plutôt bien. Et je trouve que ça m'a donné un peu confiance, tu vois, pour le bon moment parce que j'avais rodé le truc et j'avais testé un peu ce qui marchait moins bien. Et donc j'ai fini par appeler la sage-femme qui était d'astreinte à ce moment-là en disant que bah, j'en pouvais plus, que ça se lançait pas vraiment, mais que ça piquait et que c'était un peu dur, quoi. Et elle m'a donné quelques tips pour essayer de faire avancer les choses. Parce elle me disait que ce qui était sûrement le cas, c'est qu'en fait dans mon ventre, Olivia était pas bien positionnée. Les bébés pour bien s'insérer sur le col, il faut qu'ils aillent le dos contre ton ventre, je crois. Et que c'était sûrement qu'elle avait plutôt son dos contre mon dos. Et du coup, il fallait l'aider à pivoter pour qu'elle fasse bien appui. Et je pense que c'est ce qui s'était un petit peu passé pour Margot avec du recul. Elle ne va pas être très bien placée sur le col. Et du coup, si elle fait pas, si le bébé appuie pas comme il faut sur le col, ben, t'as beau avoir des contractions, le col, il s'ouvre pas, quoi. Ouais. Alors, tu partagerais les tips? Oui, alors moi, elle m'avait dit, c'était surtout une question de position. Donc, elle me dit, il faut que tu te mettes à 4 pattes avec les bras et le haut du corps, par exemple, sur le ballon et balancer ton bassin, là, pour voilà, bien mettre ton ventre en avant pour que le bébé bascule. Elle disait que même sur tout le dernier mois de grossesse, normalement, il faudrait ça
un peu en avant et pas vautrer sur ton canapé comme on le fait toutes. En même temps, Bon, hein, on fait ce qu'on peut. c'est clair. Elle m'a fait monter et descendre les escaliers, pas mal aussi. Et ouais, faire un cercle très vigoureux sur le ballon. Et après, elle m'a dit, ensuite, tu prends 4 space-fonds et t'essayes de dormir un petit peu pour reprendre des forces. Ah ouais. Donc, donc j'ai fait tout ce qu'elle m'a dit le matin. Mais bon, je pense qu'une partie de moi savait que ça allait se lancer parce on avait emmené Margot à la crèche avec Steve tous les deux ce matin-là. Je lui avais demandé de rester à la maison quand même parce que j'avais des contractions toutes les 15-20 minutes et ça piquait fort. Et j'avais dit à Margot, bon, bah, ce sera peut-être pas nous ce soir qui viendront te chercher. Donc, une part de moi se disait, allez, ça va être le bon moment. Et donc, j'ai fait ces exercices, j'ai dormi. Et quand je me suis réveillée de ma sieste, là, ça a commencé à vraiment se lancer et devenir régulier et à avancer, quoi. Et donc, j'ai géré un petit temps à la maison, mais j'étais vraiment bien. Tu vois, on était en septembre, donc il faisait encore doux. J'ai fermé les rideaux pour me mettre dans la pénombre et assez vite, j'étais complètement shootée. Ouais, j'étais shootée aux endorphines, je pense. Entre les contractions, je planais complètement. Et ouais, mon Steve, il m'aidait à m'étirer et à faire les positions quand une contraction arrivait. Puis ensuite, je me remettais dans ma bulle totalement détente. Et donc vers, je sais pas, ouais, vers 15h, je crois, il a rappelé la sage-femme parce que donc du coup, la fameuse maternité est à une demi-heure de route de chez nous, mais le double en heure de pointe. L'heure de pointe à Lyon étant de 16h à 19h, je pense. Grosse heure de pointe. Voilà. Et donc du coup, il l'a appelé pour lui demander ce qu'on faisait, si on attendait de passer le gros rush ou si on se mettait en route avant. Moi, j'avais assez peur du trajet en voiture parce que t'es dans une voiture, tu peux pas bouger. J'avais peur que ça me sorte complètement de ma bulle et j'avais très peur que ça ralentisse ou que ça bloque un peu le travail, quoi, que ça me crispe et que ça ralentisse trop les choses. Et bon, finalement, ça s'est plutôt bien passé. Donc, on a bien mis 1 heure au lieu d'une demi-heure. Un bon tip, ce que ma sage-femme m'avait dit, c'est plutôt compter en temps de trajet et compter en nombre de contractions avant l'arrivée. Tu vois, plutôt que dire que tu vas passer 1 heure dans ta voiture, elle disait, bon, vous avez une contraction toutes les 10 minutes, 1 heure de voiture, c'est 6 contractions. Donc, tu pars de 6 et tu fais le décompte. Et ça aide beaucoup plus ça paraît moins insurmontable que de dire que tu vas passer 1 heure à gérer des contractions. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est un bon tip, ça. Donc, bon tip, ça m'a bien aidé. Même si la dernière contraction a été faite sur le parking au moment où mon mec se garait, on aurait pu s'en passer. Mais ouais, ensuite, du coup, on a retrouvé la sage-femme là-bas qui s'était mis aussi en route de son côté et qui nous attendait. Et qui nous a tout de suite aidé à se remettre dans notre bulle. Et puis, du coup, leur logique, c'est de faire le moins d'interventions possible. Donc, tu vois, j'ai même pas eu de toucher vaginal quand je suis arrivée pour voir où j'en étais. Elle m'a juste mis un monito sans fil, là, pour que je puisse continuer à bouger. Ça, c'est génial. Ouais. Et c'est tout. Si elle m'a posé le cathéter, là, dans la main, au cas où. Et puis voilà. Ensuite, elle m'a laissé me laisser gérer mon truc. Elle m'a coulé un bain à un moment. Enfin, c'était vraiment, si on avait besoin d'elle, elle était là, mais sinon elle nous laissait dans notre bulle gérer les choses comme on avait envie et en se faisant le plus discret possible, quoi. T'as vraiment, tu restes dans ton monde et ça c'est vraiment chouette. Et donc, je me rappelle déjà plus comment ça s'est passé. Je crois qu'on est arrivé à la maternité vers 17h. Donc j'ai dû encore gérer, ouais, bien 2 heures de contraction, mais ça allait. En fait, bien sûr, la contraction, elle fait mal quand elle est là, mais j'arrivais vraiment à entrer et j'en garde plutôt un bon souvenir, tu vois. C'était un truc, je dirais pas que c'était agréable, mais c'était pas non plus douloureux. Et c'était, ouais, à un moment, en plus, on était en couple, tous les deux. C'était plutôt un chouette moment. Bon, jusqu'à la fin, était quand même un petit peu plus rude, forcément. La poussée. Ouais, la poussée, même la phase de désespérance, je pense, alors moi ça m'a paru des heures, mais sur la dernière heure, j'ai commencé à vraiment douiller, et puis les contractions se rapprochaient, et j'ai commencé à vraiment
perdre pied, mais tout en sachant ce que c'était. Tu vois, je savais que c'était cette phase où tu as l'impression que tu vas réussir à rien. Moi, j'avais juste envie de m'allonger et qu'on me laisse dans un coin et qu'on me laisse dormir et stop. Mais ce n'était pas possible. Bah, ils avaient un peu besoin de toi, non? Oui, j'étais utile. Et puis, elle m'a reproposé un bain et au moment où je me suis levée, bon, j'ai perdu les os. Et après, elle m'a reproposé un bain et je me suis relevée et là, ça a commencé à pousser. Donc, tu vois, j'ai même pas eu besoin d'aller dans le bain. À chaque fois, l'idée du bain faisait avancer les choses. Génial. Et ouais, les moments de la Pratique. poussée a été bien hard par contre. Ouais. Ça, je crois que j'étais pas autant toutes les autres phases, tu vois, j'étais bien préparée. Je savais que tu avais ce moment où tu avais l'impression soit que tu allais mourir, soit que t'en peux plus et que tu veux que tout s'arrête. Je savais que la poussée, ça pouvait faire mal. Bah, j'avais entendu parler du cercle de feu et tout, mais j'ai vraiment crié comme je pense j'ai jamais crié. Je me reconnaissais pas quand je m'entendais hurler, quoi. C'est horrible. J'ai eu l'impression que ça a duré 1 heure, mais non, ça n'a duré que 10 minutes. Mais ouais, c'est ce moment-là où je me suis dit, ah oui, quand même la péridurale. Ça aurait été peut-être pas mal. Finalement. Mais sinon, à aucun moment, ça m'avait vraiment effleuré l'esprit. Bah, c'est juste, je pouvais pas l'avoir, c'était pas dans les plans, donc tu vois, je l'ai pas demandé, quoi. Je pense, Ouais, puis j'imagine que de toute façon, au moment de la poussée, c'est un peu tard. oui, c'est trop tard. De toute façon, il faut qu'elle sorte. Donc ça a été, ouais, j'ai souvenir que j'avais ma tête et mes bras sur les genoux de mon mec. Et moi, j'étais à 4 pattes, il était devant moi et j'ai eu envie de le mordre très fort. Donc je sentais qu'il essayait de me reculer et je m'agrippais à ses bras. Je pense que je lui ai fait un petit peu mal aussi. Mais elle a quand même fini par sortir. Et ouais, bah c'était chouette parce qu'en fait la sage-femme, elle l'a juste légèrement accompagnée pour qu'elle arrive entre mes jambes, quoi. Et ensuite, elle s'est tout de suite mise en retrait pour qu'on la découvre à deux. Et j'ai quand même un assez bon souvenir. Au début, elle pleurait, puis elle a ouvert ses yeux et ouais, tu vois ton bébé avec ses grands yeux tout noirs là, qui te regarde. C'était assez chouette. J'ai pas eu de vague d'amour pour autant, mais ouais, c'était quand même une belle rencontre. Moi, c'est comme ça que je projetais la rencontre avec mon bébé qui vient de naître. Donc, j'étais assez contente. J'ai des frissons. Je revois, là, quand je t'en parle, je revois sa tête et ses yeux qui me regardent et je dis, oh là là, c'est quand même ouais, c'est un beau moment quand ça se passe comme ça. Pouvoir découvrir son bébé. Ouais, c'est Ouais. chouette. Je me dis que on est les premiers qu'elle a vus, quoi. Et pas quelqu'un avec un masque. C'est vous qui l'avez attrapé? Alors, je pense que la sage-femme a dû aider et moi je l'ai un peu accompagnée, mais elle est vraiment restée posée. J'étais à genoux par terre et au début elle est restée posée par terre avant que je la prenne dans les bras. Je l'ai pas prise tout de suite, je crois qu'on lui a un peu parlé d'abord et ensuite je l'ai prise. Je savais plus trop comment fallait faire. Et là, ouais, elle m'a emmené m'allonger, donc avec Olivia posée en peau à peau le temps de le placenta sorte et ensuite le temps de la surveillance. Donc dans la continuité, il laisse le cordon accroché le plus longtemps possible au placenta et c'est le minimum d'intervention pendant les 2 heures de surveillance. Elle a tété et puis voilà, il nous laisse tranquille au maximum vu que tout allait bien. Donc elle venait juste vérifier que l'utérus contractait bien, mais sinon zéro intervention. Et puis pareil pour habiller le bébé, tu vois, elle est venue dans la chambre et c'est Steve qui l'a habillé. En fait, à aucun moment ils l'ont emmené ou elle l'a emmené pour faire des soins, quoi. Tous les soins étaient à côté de nous et l'habillage à côté de nous et ça j'ai trouvé ça hyper chouette. Ouais. Il y a pas de séparation. Voilà. Ouais, surtout vu ton passif avec Margot. Ouais, ouais, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et ça m'a fait beaucoup de bien. Moi, je pense que c'est un accouchement qui a été un peu réparateur sur Ouais. plein de points, mais ouais, j'ai eu l'impression de pouvoir que c'était vraiment mon bébé, que j'avais vraiment qui était dans mon ventre et qui était dans mes bras, quoi. Alors je vais mettre pause sur cette jolie image. Je vais revenir un petit peu en arrière au choix d'alimentation que tu as fait pour Margot.
Oui. choisi de donner les biberons. C'était un choix, comment dire? Enfin, c'était un vrai choix? C'était un choix par défaut? C'était... Alors, c'est un vrai choix, complètement un vrai choix. Je pense que je suis un peu tête de nœud parfois et j'avais autour de moi des gens qui étaient en mode l'allaitement c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé, il faut allaiter exclusivement 6 mois puis 2 ans, enfin tu vois, tout ce genre de discours Ouais, quoi, qui m'énervait un peu. je comprends. Voilà. Donc j'avais un peu ce côté, puisque c'est comme ça, j'allaite pas. Et puis surtout, je pense que j'avais une vision de l'allaitement étant hyper aliénant. Et voilà, je me disais, moi, j'ai hors de question que je passe mes journées avec mon tendu au sein et à rien pouvoir faire d'autre et à être la seule à pouvoir m'en occuper. Je me suis vite rendu compte que c'était pas tant l'allaitement qui était aliénant que d'un bébé, en En fait. fait. Et Enfin, que l'allaitement, ça finalement, peut quand même être très aliénant. oui, mais bon, le nourrisson globalement est aliénant Oui, en fait. c'est clair. Après, c'est sûr que le biberon te permet de plus faire le relais, surtout sur les nuits avec le papa ou même avec d'autres gens que juste l'allaitement. Mais finalement, j'avais pas, comme Margot était bébé, j'avais pas ça de la laisser. Donc j'étais avec elle et puis en plus, elle ses biberons duraient 1 heure et ça recommençait toutes les 3 heures. Donc si tu veux, ça fait zéro avantage. Donc, ça a un peu rebasculé ma vision des choses. Même si je pense que moi, j'ai zéro regret de pas avoir allaité Margot parce que je pense que à ce moment-là, c'était pas du tout dans ma tête et j'aurais certainement pas bien vécu les contraintes des premières semaines. J'étais pas prête à ça, quoi. Et ça m'allait bien qu'on puisse se répartir les bibes et de pas être seule responsable de tout ça. Et c'est le plus important. Voilà. Et du coup, pendant la grossesse d'Olivia, ouais, je me suis un peu questionnée. Je me suis dit, j'essayerais bien. Et j'en ai fait à une des sages-femmes qui m'a suivie et qui m'a tout de suite dit, non, mais tu sais, tu peux choisir d'allaiter. Et puis, si jamais c'est trop et que t'as pas envie d'être la seule, tu peux passer en mixte assez rapidement. On peut introduire des biberons. Il y a plusieurs façons d'arrêter et tu peux essayer et arrêter. Et puis, on peut trouver une façon qui te va. Et en fait, ça m'a beaucoup soulagée. C'est vrai que tu as un peu l'image avec les réseaux sociaux. Il faut absolument aider exclusivement ton bébé à la demande, complètement dédié à son alimentation les premiers mois de sa vie. Et en fait, je pense qu'il y a d'autres façons de faire, alors avec peut-être des risques pour certains bébés, mais il n'y a pas qu'une façon d'allaiter et c'est bien de Ça, savoir que c'est tu peux clair. fonctionner différemment et ça peut marcher aussi, quoi. Ouais. C'est un discours qui est pas assez dit, je trouve. Ouais, bah on tombe vite dans l'extrême. Alors, je peux comprendre, mais je pense que ça peut aussi rebuter certaines femmes de se dire, oh là là, tu vois, j'ai pas envie de passer par là, quoi. Donc, Ouais. donc je me suis dit, allez, je tente le. Et finalement, moi, ça m'a assez vite emballée, même si les premières semaines ont été douloureuses. Ouais, la J'ai mise eu, en place d'un allaitement, c'est pas forcément facile. Ça peut, hein, mais c'est pas ouais, forcément facile. ben, j'ai eu pas mal de crevasses et Ah là, ouais. ce que je reproche aussi au discours, c'est qu'on te dit beaucoup que c'est pas normal d'avoir mal et que un allaitement, ça fait pas mal. Et en fait, en parlant un peu autour de moi, je connais quand même beaucoup de personnes qui ont commencé avec des crevasses et des douleurs sans pour autant qu'il y ait de gros soucis derrière, quoi. Mm. Pas parce que tu as des crevasses que ton bébé a forcément un frein ou je ne sais quoi, ou des tensions. C'est juste que certains bébés, ben, ils pas bien la bouche et ça peut faire mal. Après, il y a des bébés qui ont des soucis de succion et c'est bien d'intervenir, hein, mais moi, ça m'a un peu paniqué au début parce que j'avais aussi un peu cette idée que si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème et s'il y a un problème, bah, ça va marcher. Sauf que bah, ça marche très bien vu qu'elle est toujours allaitée aujourd'hui et qu'elle a 7 mois et c'est juste que ouais, j'ai dû serrer les dents les 3 premières semaines. C'est comme j'ai utilisé des bouts de sein quelques jours alors que ça me faisait hyper peur, alors que je pense que ça m'a aidé aussi à. C'est hyper diabolisé, les bouts de sang. J'ai Mais jamais oui, compris pourquoi. bah, c'est parce qu'on te dit, ah là là, tu mets du plastique dans la bouche de ton bébé et il stimule pas bien et je ne sais pas quoi, mais en fait, vaut mieux ça que serrer des dents parce que t'as hyper mal quand ton bébé tète, tu vois. Je C'est pense que clair. ça sauve aussi des allaitements.
En fait, tous les discours là-dessus sont hyper tranchés et alors que je pense que tu as autant d'allaitements que de femmes et que de bébés et qu'il y a des nuances et tu peux allaiter longtemps si tu le veux sans cocher toutes les cases de l'allaitement parfait, quoi. Ouais, ouais. Je ne peux pas dire mieux que ça. Ouais. Mais c'est bien, faut le dire plus, parce que c'est vrai que ça monte vite à la tête. Moi, j'ai eu quand même 1 ou 2 semaines en mode oh là là, ça se trouve, il y a un truc qui va pas, elle a un frein, ça va être horrible. Alors que non, c'est juste que je pense qu'elle avait une petite bouche et un petit peu du mal à l'ouvrir en grand, et ça s'est amélioré quand elle a grandi, quoi. Ouais, puis j'imagine que faut le temps de s'habituer des deux côtés aussi. Ben oui. Ouais. Donc ça peut faire mal et ça peut ne pas être grave. Après, c'est bien de faire vérifier la position et tout ça en cas de compétent, mais parfois, il faut juste attendre que ça passe, quoi. Mhm. Ah, toute situation est différente, hein. La nuance, toujours, toujours. Voilà. Ça sera le maître mot de ce podcast, la nuance, toujours. Et alors, les premiers jours d'Olivia, le retour à la maison et surtout la rencontre entre tes filles. Est-ce que Margot a pu venir à la maternité? Margot n'a pas pu venir parce que Covid, donc il n'y avait pas de visite à la maternité. Steve pouvait être là, il pouvait rester dormir, et c'est aussi en partie, enfin ça jouait dans mon choix de maternité, c'est que je savais qu'elle était adaptée pour dormir malgré le Covid. Par contre, pas de visite des frères et sœurs. Alors au début, avant, ça me faisait un peu chier parce que je me disais, j'avais bien envie qu'elle vienne, qu'on se voit à la maternité. En plus, c'était quand même la première fois qu'on l'a laissé 3 jours d'affilée, donc elle me manquait. Mais je trouve que finalement, c'était pas plus mal parce que ça lui aurait fait beaucoup de route pour rester pas très longtemps. En plus, elle aurait dû repartir alors que nous, on restait avec sa petite sœur. Bah. Finalement, elle est restée 3 jours chez mes parents, tu vois. On prenait de ses nouvelles via ma mère, mais on l'a pas appelée, on n'a pas fait de visio ni rien parce qu'elle réclamait pas. Et du coup, je pense que elle a pas trop mal vécu notre absence. Et elle a rencontré sa sœur quand on est rentré à la maison. On est rentré le dimanche matin, mes parents l'ont ramenée après. Et alors, moi, je trouvais que c'était génial. C'est vraiment un des moments. Elle en parlait pas du tout à mes parents. Tu vois, ils lui ont annoncé que Olivia était née, il lui avait montré une photo et elle en a pas du tout parlé pendant 3 jours. Et elle est Ah ouais? rentrée à la maison, elle m'a vue, donc on avait posé Olivia dans son berceau dans le salon. Enfin, tu vois, on avait fait bien attention à tout ça. Et elle m'a tout de suite demandé, elle est où, petite sœur? Et tout de suite, elle est la voir et elle était trop chou, quoi. C'était vraiment, ouais, c'était génial. J'ai trouvé ça Trop mignon. trop mignon comme moment. Elle était toute gaga, toute contente de la voir, elle voulait lui faire plein de câlins. Donc c'était vraiment chouette. Et le Euh, postpartum avec une aînée de... Elle a quel âge du coup, Margot, à ce moment-là? 2 ans Elle a et 2 ans et demi à demi, peine? ouais, Ouais. à peine et demi, ouais. Ouais, ouais. Alors il y a plein de choses qui ont été plus faciles. En fait, j'ai trouvé que le plus dur, c'était gérer l'aîné finalement. En plein 2 ans. Ouais, c'était forcément beaucoup de crises et voilà, beaucoup de débordements qui étaient parfois un peu durs, mais globalement ça s'est quand même plutôt bien passé. Enfin, même le côté tout petit bébé, moi on a encore, je pense, tiré un bébé un peu licorne, tu vois, elle pleurait rarement le soir, elle se laissait, quand elle était toute petite, elle se laissait assez facilement poser. Mais déjà, j'ai juste kiffé, quoi. Tu vois, je me mettais sur mon canapé, je prenais tout ce qu'il me fallait à portée de main et elle restait sur moi à dormir et à téter les 3 quarts de la journée pendant que je regardais des séries et j'ai pas essayé de lutter pour la faire dormir à tout prix dans son lit, pour qu'elle s'endorme toute seule ou j'ai suivi, j'ai Hmm. suivi le rythme. Steve avait encore pris pas mal de congés, donc il a été là les 6 premières semaines, donc ça c'était vraiment très chouette. Ouais, c'est vraiment génial. Ouais, ça change tout, je trouve, parce que t'es deux et que justement, bah moi je gérais l'allaitement et puis lui il gérait tout le reste. Ça c'était pas mal. Ouais. J'avais aussi beaucoup préparé des trucs à manger, j'avais vraiment rempli mon congèle, rempli mon frigo en prévision. Donc ça je l'avais pas fait pour Margot, mais franchement c'est quand on peut c'est un vrai plus parce que pas avoir à se prendre la tête sur les courses et les repas les premières semaines, c'est pas mal.
Et donc, ouais, ça a été j'ai bien profité. Je pense que une part de moi savait que ce serait très certainement la dernière. Et du coup, fallait que voilà, je profitais à fond et je sais que ça passe vite. Et du coup, j'ai pas du tout mal vécu le fait d'être coincée sous un bébé toute la journée. En plus, c'était l'hiver, donc de toute façon, t'as pas grand-chose d'autre à faire. Et je trouve que c'est plus facile dans le sens où, tu vois, t'as déjà un rythme qui est contraint par l'aîné. T'as déjà les réveils 6 ou 7 heures du matin parce que c'est l'heure où se réveille un enfant la plupart du temps. Et tu sais déjà que faut manger à midi parce qu'après il y a la sieste, faut manger à 19 heures parce qu'après faut aller la coucher. Et j'ai moins eu l'impression que ça a bouleversé ma vie. De toute façon, ouais, on sortait déjà plus tellement le soir. On voyait plus des week-ends, donc un de plus, un de moins, ça changeait pas grand-chose et elle s'est bien insérée dans notre rythme de vie familial. Le plus dur, là, c'est les crises de 2 ans, 3 ans, quoi. Au final. Gérer, voilà, les bouleversements émotionnels de la grande et le retour des nuits un peu hachées du bébé et de la grande aussi. Ah oui? Ouais, L'arrivée Margot, d'Olivia, ça a fait une ouais, ça a pas régression du mal. sommeil? Bah déjà avant, en fait, le déménagement plus la grossesse a fait que elle s'est remise à nous rejoindre la nuit dès le mois d'avril, je pense, avant la naissance d'Olivia. Au moment de la naissance d'Olivia, on a réussi à mettre un stop parce que je me voyais pas avoir Margot qui dormait alors que Olivia, elle se réveillait toutes les 2 ou 3 heures pour téter la nuit. Et en fait, quand mon mari a repris le travail en novembre, Margot s'est remise à nous rejoindre toutes les nuits. Elle débarquait là, et elle nous rejoignait dans notre lit. Et ça a duré jusqu'au mois de mars, tu vois. Ah ouais? Donc une bonne régression. Mais c'est Et passé. ça passe, tout passe, c'est ça? Voilà, c'est ça. Parfois on l'oublie, mais c'est vrai, tout passe. Même le 2 ans, t'es sûr? Ah, pardon, je confonds. Maintenant c'est le 3 ans, hein, donc tu Ah vois, oui, le du 200 ans passe, il se transforme, c'est tout. Et Margot, comment elle a réagi euh, vis-à-vis de sa sœur? Vraiment, il y a eu de la jalousie ou vraiment c'était... elle l'a Alors, accueilli comme... elle l'a bien accueillie, elle est plutôt câline, tu vois. Alors avec des gestes d'un enfant de 2 ans et demi, 3 ans, mais globalement assez câlin et plutôt mignonne. Ou je pense qu'elle nous imite pas mal, mais elle répète, tu vois, si elle pleurait, elle disait oh ça va aller Olivia, je suis là, ça va. Mais une petite pointe de jalousie, surtout envers moi. Tu vois, surtout il y a eu des moments où quand je donnais le sein à Olivia, ma se mettait à pleurer, elle essayait de me grimper dessus. Un peu, voilà, elle a un peu de mal avec ça, même maintenant, ça revient encore parfois. Mais j'ai trouvé que globalement, c'était pas contre sa sœur qu'elle montrait qu'elle était pas contente de moi. Elle a bien essayé peut-être 1 ou 2 fois de la taper, mais ça n'a pas été un truc récurrent. Je trouvais qu'elle était plutôt chou et plutôt câline. Ouais. Donc ça, c'était pas mal. C'est plus nous qui avons un peu morflé, mais je crois que c'est normal. Aujourd'hui, elles ont quel âge? Et Margot a eu 3 ans il y a quelques semaines et Olivia a 7 mois et demi. Comment tu vas, toi? Ça va, il y a eu des hauts et des bas. J'ai trouvé assez dur la période entre 3 mois et demi, 5 mois, là, la bonne régression du sommeil. Elle a duré moins longtemps cette fois? Elle a duré moins longtemps, mais bon, il y a des petits hauts et des petits bas, quoi. Je trouve que, ouais, c'est pas linéaire, hein, on le sait, mais il y a des fois, quand t'es dans le creux de la vague, c'est un petit peu dur de se souvenir que ça va passer. Ouais. Donc, pas mal de fatigue. En même temps, tu vois, je reprends le boulot dans 6 jours. On profite des derniers jours du congé Du congé parental, ouais, parental. j'ai l'impression que j'en ai bien profité, mais c'est un peu dur d'y retourner, forcément. Et je crois que je suis un peu aussi en train de faire le deuil du 3e enfant. Tu Ah vois, oui. il y a une part de moi qui me dit, j'aurais jamais l'énergie de recommencer. En même temps, Olivia, elle est vraiment toute petite, là, encore.
Oui, elle est vraiment toute petite, mais t'as ce côté où, tu vois, quand je vois... J'ai trouvé que c'était parfois émotionnellement dur de gérer Margot, et je me dis, avoir la patience et l'énergie de gérer 2 enfants en bas âge plus un bébé, j'admire ceux qui y arrivent. Et puis bon, t'as une question de temps, de patience, de place dans l'appartement. Donc, et au fond de moi, je crois que je nous sens assez au complet comme ça. Je trouve qu'on fonctionne bien, tu vois, ça a été finalement assez facile. Olivia, c'est quand même un bébé qui est plutôt cool, qui dort assez facilement et tout. Je dis que si on tombait sur un bébé plus difficile ou avec d'autres soucis, ou ce serait vraiment très dur ce retour en arrière. Donc je crois que je suis en train de me faire à l'idée que ça va s'arrêter là, même si je pense que la grossesse, l'accouchement et la période tout petit bébé me manquera. Mais je pourrais peut-être piquer les petits bébés des autres. Quelques heures, je ne sais pas. Donc bon, on verra, rien n'est joué, mais je crois quand même que une part de moi est en train de se dire que c'est la fin. Parfois, c'est un peu difficile d'ailleurs de me dire que c'est peut-être la dernière fois que il y a un petit bébé, bon, qui est moins petit maintenant, mais un bébé comme ça à m'occuper. Donc je fais le deuil. Petit à petit. Eh ben, voilà. Alors, avant d'arrêter, je vais te poser ma question qui est devenue une question rituelle. Je pense qu'au bout de plus de 20 épisodes, on peut parler de questions rituelles. Si tu pouvais changer une seule chose dans notre société, ce serait quoi? Alors moi, j'avais très envie de dire l'abolition du patriarcat, mais je crois que ça a déjà été dit. Oui, mais je pense qu'on ne pourra pas faire une réponse différente à chaque fois. Mais voilà. Mais je pense globalement apporter plus de considération aux femmes et aux mères aussi, plus de valorisation de la place des mères et des femmes dans la société, ce qui revient un peu à abolir le patriarcat, tu vas me dire, mais voilà, qu'on arrête de demander aux femmes d'être tout à la fois et puis de devoir un peu, je trouve, mettre dans un coin. Quand on est maman, là, faut surtout pas trop parler de ton bébé, mais en même temps, faut s'occuper de tes enfants et faut pas montrer que t'as des enfants, mais faut s'occuper de ses enfants. Là, tu vois, ce manque de reconnaissance pour les mères, mais aussi pour les femmes en général. Je crois que ce serait pas mal. Beau programme. C'est clair. Raphaël, présidente 2027. Oh, non. Jamais. Ça marche. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Manon. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Plus que jamais, je le répète, il est important d'informer pour pouvoir faire ses propres choix. Quels qu'ils soient, ce seront les bons, tant que ce sont les nôtres. Je t'attends sur mon Instagram Première Couche Podcast pour discuter de cet épisode. En attendant, si tu veux m'aider à développer ce podcast, tu peux me laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ainsi qu'un commentaire, ça m'aiderait vraiment. Mais surtout, tu peux partager cet épisode autour de toi pour que, peut-être, il puisse aider une personne de plus. Sur ce, à très vite!